C'est bon. C'est bon. Merci pour être mental aujourd'hui. Oui, bon, c'est pas du monde connaît, moi, un peu mental, mais moi. Bizarre, du monde mental, vous pensez? Ouais, ça fait un peu le charme, n'est-ce pas? Comme si on ajoute un petit peu de couleur au monde. Exactement. Yes. Alors, Sandrine, tu as été enseignante au Lorette pendant 14 ans. 12 ans. 12 ans. Exact. 12 ans. Et maintenant, tu es la directrice de Out Maurice, qui est une organisation caritative, charitable. Non-profit. Ouais. Tous les thèmes qui tous les thèmes. existent. On dit qu'on ne fait pas de profit, voilà, on est là pour... Et donc, votre aim, votre goal, c'est donc d'aider les femmes LGBTQ. Donc les femmes lesbiennes, bisexuelles, trans, mais bon, va falloir faire un petit rewind en fait, parce que avant de fonder Out, donc quand j'ai commencé à l'école et que j'ai réalisé toute la souffrance qu'il y avait, plein de gens qui étaient en souffrance partout à l'île Maurice, donc c'est là que j'ai commencé à faire le social, et j'ai commencé le social avec le collectif Arc-en-Ciel. Okay. Donc j'ai été au collectif Arc-en-Ciel sur le conseil d'administration pendant 8 ans. Donc au collectif Arc-en-Ciel. Pourquoi le collectif Arc-en-Ciel? Parce qu'en tant que femme lesbienne, c'est l'organisation qui pour moi se rapprochait un petit peu plus de mes besoins. C'était un petit peu, si tu veux, égoïste, mais pour moi c'est un univers que je connaissais, etc. C'est des problématiques que je connaissais. Et du coup je me suis tournée vers le collectif Arc-en-Ciel. Et après le collectif Arc-en-Ciel, donc là, j'ai continué avec le collectif Droits Humains, donc qui est une coalition, on va dire, de plusieurs ONG qui travaillent pour les droits humains en général, mais avec un focus pour les droits des femmes et les droits des minorités et personnes LGBTQ+. Et suite à ça, j'ai réalisé qu'il y avait un gros problème de visibilité ou d'invisibilité de la communauté LGBTQ+, mais encore plus des femmes et des trans en général qui font partie de cette communauté. Donc encore une fois, nous connaissons, madame, à chaque fois, nous passons, même dans la communauté LGBTQ+, les femmes, nos besoins vont être un petit peu négligés, malheureusement, et du coup, j'ai voulu autant que possible bridge ce gap-là en créant Out, et qui est une plateforme de sensibilisation, d'information pour la communauté LGBTQ+, et aussi on va essayer de se diversifier un petit peu plus peut-être cette année, peut-être en début d'année prochaine, pour aller vers les droits des femmes aussi. Okay. On a réalisé qu'il y avait un manque à ce niveau-là également. Donc, la santé mentale des femmes, le consentement, les droits des femmes en général. En général, il y a beaucoup de donc on va essayer de se diversifier un petit peu plus de ce côté-ci aussi. Ouais. Donc Sandrine, tu nous as partagé que tu es une femme lesbienne. Oui. Alors raconte-nous un petit peu. 100%. 100%. Donc, tu étais au Lorette, une école catholique, femme lesbienne. Raconte-moi une petite Savoyard. Donc déjà, élève, Tiffy Lorette, donc Tiffy ma sœur. Donc déjà c'était compliqué parce que toutes mes copines, etc., elles avaient leur partenaire, elles avaient des petits copains. Et moi, ça m'intéressait pas et je comprenais pas pourquoi ça m'intéresse pas. Elles sont là avec leur poster to be free, etc., boyzone. Et là, moi, je me disais, mais ça m'intéresse pas, je les trouve pas jolis ces garçons-là. Je trouve pas un garçon joli. Ça m'intéresse pas, mais j'ai un problème. Il doit y avoir un problème quand tu as 13 ans, 14 ans et que tu sais pas ce qui t'arrive en fait. Tu comprends pas ce qui t'arrive et après, tu commences à comprendre, cette prof-là, elle est jolie. Il y a cette élève-là, elle est jolie. Et là, tu commences à comprendre au fur et à mesure que tu regardes plus des vidéos de chanteuses, de femmes, que de vidéos où il y a des garçons, etc. Et là, les premiers émois, etc. Et tu te rends compte que, tu as une attirance pour les femmes. Et
Donc, j'étais pas out du tout. J'étais extrêmement discrète sur mon orientation sexuelle. La famille connaissait, la famille savait. Ouais. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille hyper inclusive, hyper open dessus. Il y a d'autres membres de ma famille qui sont ouvertement gays, trans, etc. Donc, je pense que ça aussi, ça a aidé. Ouais. J'en sentais, ok, une autre. Donc, j'étais pas la première de la famille. Donc, ça, je pense que ça a aidé mes parents à mieux accepter la chose. Au niveau du travail, avec les collègues, je leur faisais croire que quand ils me disaient, ah, mais Sandrine Saint-Valentin qui programme, je disais, non, bon, enfin, tu programmes avec moi la moitié, mais je disais jamais c'était quoi ma moitié. Qui était ta moitié. Voilà, quand j'étais au téléphone, je souriais avec mon téléphone, allô, tu pointais là, ça, et là, je disais, oui, mais tu pointais. Donc, je disais pas que tu pointais, en fait, c'était une femme. Ouais. Parce que, tu as peur du regard des gens, tu as peur de ce qu'ils vont penser de toi, tu as peur tu vois que leur attitude change. Ouais. Même avec tes copines à l'école, etc. Tu as peur que si jamais tu leur dis ça, ils vont se dire, ah, tu es mienne, ça a été Sandrine pour battre la colle avec nous. Ouais. Tu vois, donc automatiquement, tu as peur de perdre tout, en fait, de perdre ton petit cocon, ton entourage, tes amis, à cause de ça. Ouais. Et c'est une peur que je sais que beaucoup de personnes de la communauté, elles ont cette peur, tout le monde, je pense, on a cette peur de comment est-ce que les gens vont réagir. Comment est-ce qu'ils vont changer par rapport à l'amitié? J'imagine qu'on se pose plein de questions dans le sens où, mais est-ce qu'elles vont quand même vouloir que je fasse des sleepovers? Est-ce qu'elles vont penser qu'il y a d'autres intentions? Exactement. Et pareil, donc pendant que je travaillais à l'école, donc l'école catholique, donc la messe, la prière du matin, etc. Donc je pense que c'était pour moi aussi un petit peu compliqué. Je trouve pour moi que c'était compliqué d'être ouvertement, de dire ouvertement que j'étais lesbienne dans le monde du travail, parce qu'il faut pas négliger la connotation religieuse, ou voilà, donc ça reste quand même un univers où ça reste un sujet hyper tabou. L'orientation sexuelle reste encore mal accepté parfois par l'église, etc. Et les religions en général, et puis le contexte mauricien aussi. Le bouddhisme. Donc, donc le bouddhisme est une religion qui accepte l'homosexualité. Mais oui, donc dans toutes les religions abrahamiques, du moins, donc l'homosexualité reste un péché, une abomination, etc. Et ça, on ne pourra pas dire que c'est faux, c'est le cas. Donc voilà. Et du coup, oui, c'était compliqué pour moi. Et le moment où vraiment, au niveau de l'école, au niveau de mon travail, j'ai été vraiment out, ça s'est fait pendant vraiment période Covid à peu près. Il y avait une grosse campagne Billboard. Et là, il y a donc la compagnie en question, ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu veux être sur la campagne Billboard? Donc, vous serez sur les bus, vous serez sur l'autoroute, vous serez sur les réseaux sociaux, toi et ta chérie, et il y aura une interview aussi de vous deux et de votre couple. Et là, je me suis dit, si je fais ça, là, c'est ok, là, tout le monde va savoir, etc. Tu seras out à l'école. Effectivement, et donc j'ai accepté. Je me suis dit, allez, à la one again. Donc, c'est le Covid, de toute façon, on n'est pas mort du Covid, donc allez, on y va. Donc, du coup, on a fait la campagne Billboard, et ça a créé, bien sûr, des petits problèmes ça n'a pas créé des problèmes à l'école. Donc, on va dire que le management de l'école a été hyper OK avec ça. C'est juste qu'il y a certains parents qui n'étaient pas OK avec ça. C'est une école de filles, la prof est lesbienne. La fiance des enfants, lesbienne, etc. Donc, du coup, je sais qu'il y a certains parents qui n'étaient pas trop OK avec ça. Mais au niveau de l'école, le management a été hyper cool, et hyper inclusif, et hyper compréhensif, et hyper tout. Voilà. Et donc, c'est un peu tes 12 ans là-bas et ce que tu as vécu, ce que tu as observé, c'est ça qui est un peu comme si fuel l'activiste en toi. C'est d'où là où vraiment, comme si l'activiste Sandrine est née. Je pense qu'elle est née pendant la première année que j'ai faite en tant que prof au Prévoc. Là, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie. J'ai toujours pas aimé voir les autres souffrir. Je déteste ça, voir quelqu'un d'autre souffrir.
mais vraiment ce côté donc fight. Je peux faire quelque chose, essayons de faire quelque chose. Ça a commencé avec l'école, et c'est là que je me suis vraiment engagée dans le social, à être sur parfois plusieurs boards. Là, donc, je suis vice-présidente aussi du collectif Urgence Toxida, qui est une ONG qui fait de la sensibilisation, réhabilitation, réduction des risques, etc. pour les personnes qui s'injectent des drogues. Ouais. Donc du coup, voilà, donc je suis également engagée avec cette ONG, donc j'ai été avec le collectif Arc-en-Ciel. Donc on travaille beaucoup avec PILS aussi, on travaille beaucoup avec les partenaires, avec le Young Cool Alliance, et voilà, donc Out c'est un petit peu le mix de toutes ces années que j'ai mis dans ce petit bébé qui grandit vite, Ouais. et ce qui me fait le plus plaisir en fait, c'est que quand je rencontre des gens lambda, je suis dans n'importe quoi, dans un supermarché, dans un mall ou bien au Codan, etc. Il y a des gens que je ne connais pas et qui viennent me voir et qui viennent juste me dire merci pour Art, bravo pour Art. Grâce à vous, je sais que je suis plus seule. Ouais. Mes parents, ils ont commencé à regarder Art, maintenant ils comprennent mieux, ils acceptent mieux mon orientation sexuelle. Tu sens qu'il y a un impact. Ouais. Encore une fois, moi, perfectionniste, je trouve pas assez, mais il y a un impact, et ça me fait un bien fou de voir que même les petits messages que je reçois, etc., sur la plateforme en inbox, donc de gens de la communauté, ou pas de la communauté, des parents, de personnes de la communauté, etc., qui disent bravo pour ce que vous faites. Mais bien sûr, dans l'inbox aussi, on peut recevoir des moins gentils. Ça même commotion envie connaît. Genre, toi, mauvais pip, t'es pas pour vivre plus qu'il y a un an, toi. Bon, dites bien des côtés cimets quand on va aussi dans le cimet. Ou des images où ils sont en train de jeter une personne LGBT d'un toit. Ou des images de personnes qui sont en train de brûler un drapeau LGBT, et les gens qui me disent oui, mais nous pouvons brûler toi pareil. Oui, donc à chaque fois qu'il y a des grosses campagnes ou une vidéo qui a fait un petit peu trop de bruit sur la plateforme, ou une interview que j'ai donnée sur une radio ou sur une chaîne publique, etc. Donc automatiquement, dès que on est un petit peu trop visible, ou que je suis un petit peu trop visible, automatiquement, il y a les menaces de mort et les commentaires de haine, sont plus importants et sont plus nombreux. Voilà. Tu me dis ça quand même avec un petit sourire et avec un air de légèreté, de nonchalance. On dit mon amitié, mais c'est juste que au début tu as peur, au début tu dors pas. Donc les premières menaces, les premiers moments où je me suis sentie en danger, en fait, c'était en 2017. Donc j'ai rejoint le collectif Arc-en-Ciel, c'était en 2014, je crois. Et ensuite, je suis devenue présidente de l'ONG 2015. Et en 2017, on avait notre deuxième marche à Pont-Louis. On avait fait une première marche, donc c'était seulement la Pride, on se parle de la marche des fiertés. Donc il y avait la Pride où on n'a pas eu l'autorisation de sortir du Codan, donc on est resté dans le Codan en 2016, donc on a fait Codan, Waterfront, retourné. C'était sympa, mais on voulait plus en ville. Bien sûr. Donc 2017, on a l'autorisation de la municipalité d'aller en ville. Et là, il y avait 50 personnes en face qui n'étaient pas très contents qu'on marche sur la place d'Armes. Et ils avaient des sacs de roches. Et là, ils ont commencé à nous lancer des roches. Bien sûr, les insultes, ils nous ont craché dessus. J'ai pu éviter les roches, mais j'ai pas pu éviter les crachats. Donc, j'avais un petit peu la classe là. En même temps, il faut que tu calmes les personnes de la communauté parce qu'il y en a 30 qui commencent à prendre le talon puis à le battre. Donc, heureusement que la police et les agents de la sécurité, ils nous ont bien protégés, ça on va pas dire. Mais on s'est dit, mais quand même, on a marché, il y avait 50 personnes qui étaient là et qui nous voulaient du mal. Voilà. Donc, il y a eu ça en 2017.
Et c'est là que je me suis dit, ok, ben, ce qu'on fait quand même, ben, d'un côté, c'est bon, parce que ça montre que on est en train de créer un changement, Ouais. et c'est ça qui crée des réactions Ouais. négatives en face. Ouais. Mais d'un autre côté, tu te dis, mais on se met quand même un petit peu en danger quand même là. Un petit On aurait eu une coup de roche. Enfin, bref. Donc ça, et ensuite 2018, là, c'était l'horreur. Ouais. C'était l'horreur. Donc, allons venir en 2018 après. Moi, ce que j'ai vraiment envie de unpack là, c'est la façon dont, comme si, bon, tu me dis ça avec le sourire, j'imagine que le temps a passé, mais moi, ce que j'ai envie de savoir, et je pense que ce serait vraiment intéressant de comprendre, parce que là, on rentre vraiment dans le mental health aspect, c'est comment est-ce que tu passes de la peur les menaces de mort, les roches, les crachats, mais c'est une agression, hein. Oui. Donc comment est-ce que tu passes de tout ça à aujourd'hui que tu peux... Je peux en parler. Tu peux en parler, tu peux sourire et tu peux accepter que Sandrine l'activiste, ben ça va arriver peut-être pas toutes les semaines, mais ça va arriver. Oui. Donc comment est-ce que tu passes de là à là et comment tu te protèges? Là, je suis en train de me protéger, en fait. Ok. En essayant bon, pas de faire mon bail, quoi que ce soit, mais c'est juste que, en essayant de relativiser la chose, ouais, ça, j'ai bien dit. Mais vraiment, on va pas dire que j'ai pas peur. Là, je suis en train de faire la fière. D'accord? J'ai peur. D'accord? À chaque fois que je reçois une menace de mort, j'ai peur pour moi. J'ai peur pour la personne qui partage ma vie, etc. J'ai peur pour ma sécurité. J'ai peur. Mais j'ai pas envie de laisser cette peur prendre trop de place. Parce que plus la peur va prendre de la place, moins je vais pouvoir avancer et moins je vais pouvoir faire des choses. Au lieu de faire une campagne, donc là, on vient de lancer une campagne qui était assez choc récemment. Donc, je vais me dire, aïe, non, mais je vais pas faire cette campagne-là, mon peut-être on menace des mots. Aïe, on va pas, donc, en 2017, on aurait pu se dire, aïe, 2018, les filles, il fallait pas nous manger pour lui, il nous fait des rosiers même, comme d'habitude, parce qu'il nous pire. Donc, on arrête d'avancer. Ouais. Par exemple, quand s'il y a un journaliste qui me demande de faire une interview en live à la radio, donc les gens vont savoir que je suis là pour lui à cette radio-là en particulier. Et là, je me dis, non, on va pas faire cette interview-là, on trop expose-moi. Mais du coup, il y a des choses qui sont pas dites, on n'avance pas. Donc, du coup, oui, j'ai peur. Oui, j'ai eu peur en 2017. Oui, j'ai peur quand je reçois des menaces de mort. Oui, j'ai peur avant même de lancer une campagne. Parfois, j'ai peur. Je me dis, ok, donc là, Sandrine, te peux avouer ça là. Donc, te connais qui peut arriver derrière. J'ai peur. Mais, je me dis qu'il faut pas laisser cette peur-là prendre le dessus, parce que si tu laisses ça prendre le dessus, ben fini. J'avais peur quand j'ai fait mon coming out, j'avais peur quand j'étais quand on prenait mes photos en sachant que le truc allait aller sur les billboards et sur les bus partout, j'avais peur. Mais, qui m'ont fait, on va faire? Le faire. Allons, allez, parce que si je laisse la peur prendre le dessus, ben, on n'avance pas, j'avance pas et je serai pas bien. Donc, je pense que c'est une façon pour moi d'accepter qui je suis. J'ai eu peur quand j'ai fait mon coming out, mais je ne regrette pas une seconde de l'avoir fait. Donc, j'essaie autant que possible de ne pas laisser la peur prendre le dessus pour pouvoir avancer. Pour moi. Pour toi. Oui. Et pour les gens ce serait trop prétentieux de dire pour les gens que j'aide, mais pour les gens que j'essaye d'aider, il ne faudrait pas qu'ils m'opèrent. Parce que s'ils m'opèrent, ils vont garder le balle. Voilà. Et quand on s'était rencontrés, donc avant aujourd'hui, donc pour le podcast, tu m'avais aussi parlé d'un événement, toujours dans tes fonctions d'activiste, un événement, un traumatisme. Si tu peux nous parler, pas nécessairement des circonstances, parce que ça c'est quand même personnel, c'est privé, mais de quel a été l'impact
sur ta santé mentale à l'époque et aujourd'hui. Exact. Ok. Ouais. En fait, oui, l'événement, donc l'incident, ça s'est passé en 2019. J'étais à l'époque vice-présidente du collectif Arc-en-Ciel, donc dans le cadre de mes activités d'activiste. Donc je me suis retrouvée à être agressée, ma partenaire et moi. Une première agression a eu lieu à Montida et ensuite une deuxième à Verdun, où les gens nous ont suivis et nous ont sauvagement agressés. 4 hommes et devant 3 policiers qui l'ont fait. Et du coup, c'était traumatisant. On a vu notre vie vraiment défiler devant nos yeux. Nous pensions le Béarn parce qu'il haine à soi des femmes, ces hommes dominicains. Et des policiers qui ne font pas. Et des policiers qui sont censés te protéger, là, qui regardent ce qui se passe. Et là, tu te dis, ben, fini. Et en plus de ça, donc coup de poing, insultes, tu vois, en fait, j'étais censée aller seule à ce truc-là, en fait, on était censé aller récupérer une personne pour emmener dans un shelter. Et du coup, j'étais censée y aller seule et ma partenaire, qui n'a rien à voir avec mon travail, le travail social que je fais, il me dit, ah, mais elle est venue avec moi. Et là, tu la vois, parce qu'elle m'a accompagnée, elle est en train de se faire tabasser, elle prend des coups dans le visage, je la prends, je mets sa tête là, et là, elle se prend des coups dans les côtes, elle se retrouve avec une côte fêlée, mais des trucs, horribles. Et là, on se fait arrêter, pour kidnapping, d'une personne qui n'était pas dans notre voiture, et voilà, donc et heureusement que l'avocat de l'ONG à l'époque a pu nous tirer l'affaire, on va dire, parce qu'on avait rien fait de mal en soi. Mais oui, ça a été un traumatisme. Pendant 2 semaines, j'avais beaucoup de mal à dormir. Pour qu'on puisse dormir, on a dû prendre des agents de la sécurité, aller dormir chez des amis. Ça nous est arrivé aussi un jour, on appelle un copain, on lui dit on n'a pas sommeil, on peut mettre dormir chez toi. Donc rien que pour ça, juste pour être dans une maison où il y a 2 personnes. Ouais. Donc on est allé dormir chez des amis parce qu'on n'avait pas sommeil, on ne dormait pas. Ouais. J'aime pas les psychologues en général. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que moi j'aimerais pas me confier aux gens. Je suis quelqu'un de très pudique sur ce que je ressens, etc. Et j'aime pas aller me livrer à une personne que je ne connais pas. Ouais. Mais cette fois-ci, je me suis dit, mais non, mais j'arrive pas à dormir, j'ai des panic attacks constants, alors que je sais pas, je suis censée être folle, tu vois. Ouais. Et là, j'ai flanché un petit peu, et du coup, j'ai dû aller me faire écouter par une professionnelle de la santé mentale. Et ça m'a fait du bien. Ouais. Ça m'a fait du bien de pouvoir, cette personne m'a aidé à mettre les mots sur ce que je ressentais et à retrouver le sommeil, sans pour autant prendre de médicaments, etc. Parce que ça aussi je déteste. Ouais. Donc, mais vraiment de mettre des mots et de faire la paix avec ce qui s'est passé, de faire la paix avec d'arrêter de me sentir coupable aussi, parce que pendant longtemps je me suis sentie coupable de ne pas avoir pu aider cette personne que j'étais censée aider ce soir-là, et un sentiment de culpabilité extrêmement fort. Hein. C'était un échec pour moi de ne pas avoir pu aider cette personne-là. Peut-être même un syndrome du sauveur un petit peu malsain de vouloir absolument pouvoir aider une personne, mais c'est pas, et là j'ai réalisé que c'est pas toujours possible. Et c'est pas toujours sain non plus. C'est pas toujours sain et c'est pas possible. Non, on pourra pas aider tout le monde. Non. On pourra pas sauver tout le monde. Et de se mettre cet objectif-là, si tu vas devenir folle, tu vas te prouver une folle. Ouais. Donc tu pourras pas. Mais par contre, si tu peux aider une personne, ça peut créer une suite. Donc cette personne-là va aider une autre personne. Donc si on peut, avec nos petits moyens, les moyens qu'on a, aider le maximum de gens à souffrir moins,
tout le temps je dis à souffrir moins, parce que l'injustice ça fait souffrir, l'inégalité ça fait souffrir, les violences ça fait souffrir, le hate speech ça fait souffrir, les insultes ça fait souffrir. Donc du coup si on peut aider, peu importe par quel biais, aider une personne à moins souffrir, à créer moins de souffrance, ben je pense que le monde irait mieux. Définitivement. Ouais. Si chacun d'entre nous, même si on n'est pas activiste, hein, on n'est pas obligé d'être activiste pour aider. Oui. Tu es capable, n'importe qui, tu es capable de te dépasser aussi, mais tu trouves du monde qui a un problème, tu aides. Ouais. Dis pas coup de talent, dis tout ça, c'est gratuit ça. Ouais. C'est gratuit. Ouais. Bon, ce que tu fais quand même, c'est pas la même chose. Mais je trouve que c'est très important, ce que tu as dit, c'est d'accepter qu'on ne pourra pas aider tout le monde et d'aussi se mettre des limites pour se protéger, soit parce que tu as bien dit, c'est le syndrome du sauveur malsain, parce que vouloir aider tout le monde, au final, ben si tu mets une pression énorme sur toi, tu deviens fou, tu deviens folle, tu deviens fou, tu deviens folle. Enfin, sur ce cas-là, on est tous fous folles de toute façon, hein. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre si toi-même tu t'es mis tellement de pression que tu ne peux plus fonctionner, tu peux plus t'aider toi-même. Donc, comme si c'est quand tu es dans l'avion, on te dit toujours, like, put your mask first and then help others. Exact. Because, exact. Donc, autant que possible. Ouais. Mais autant que possible, j'essaie de faire le maximum. Le maximum. Mais parfois, il y a des moments où tu te dis, il y a des, avant, vraiment, peut-être que j'essayais de faire trop et en essayant d'en faire trop, ben, tu n'aides personne. Ouais. Donc, du coup, je pense qu'avec la maturité aussi, hein, parce que à mon grand âge, donc, la quarantaine, donc, je pense que la maturité aussi joue beaucoup dessus. Donc avant, quand tu es jeune, tu réfléchis beaucoup avec les émotions, tu fais les choses de manière impulsive, tu réfléchis de manière impulsive, tu parles de manière impulsive, tu prends des décisions de manière impulsive, tandis que plus les années passent, plus l'expérience rentre et plus tu essaies de hiérarchiser un petit peu tes priorités, de trouver ça les plus importants, ça n'est pas moins important, donc tu vois, tu vas mettre un load là-dedans pour toi, pour toi-même, et aussi pour les gens que tu essaies d'aider. Oui, parce que si tu mets de load pour toi, comme si if anything helps you, it will benefit others in the end. Exact. Ouais, je peux relate to some extent parce que dans mon travail, je faisais beaucoup de pro bono, je travaillais avec beaucoup de, je n'aime pas le mot victime, hein, des femmes combattantes contre la violence domestique, des enfants aussi. Bon, malheureusement pour eux, le seul mot c'est victime, hein, parce que victime d'abus dans leur sous le toit familial. Arrivé à un moment donné, c'était lourd. C'était lourd et je ne savais pas comment me protéger et ou aussi mettre un peu la limite, la barrière entre ces femmes. Je dis ces femmes parce que c'est beaucoup de femmes avec lesquelles je travaillais, parce que tu développes au fil du temps une relation un peu plus qu'avocate, parce que ça prend des mois parfois au fait qu'elles te disent ben non, mon mari m'a frappé, il m'a violée, et les aider comme tu peux, mais en fait au final tu deviens un peu plus que ça, tu deviens aussi la psychologue, tu deviens aussi l'amie, et la ligne est floue entre ton job, toi, c'est de les aider comme avocate, parce que c'est mon job, je viens t'aider comme avocate, tu veux aller en cours, tu veux la garde de tes enfants, tu veux un protection order. Mon but, ce n'est pas finalement d'être ton amie, d'être ta confidente, mais c'est très difficile parfois, et il y a des moments où je me retrouvais, je suis partie en cours, je rentre à la maison et je suis dans tous mes états, et je me pose des questions, non, j'aurais dû faire ça. En fait, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je suis en cours, je suis devant un adversaire, je suis devant un magistrat ou un juge. Donc, au final, there are so many things which are not in my control, mais because of this relationship qui a été flou, et avec peut-être mes propres issues, mes propres sentiments qui sont rentrés dedans, un mariage, une espèce de carré, mélange toxique, c'est pas qui, ben, du coup, je rentre à la maison et je me sens mal, parce que je me sens que I should have done more. Mais la réalité, c'est que
I did everything that I could. Pas ma faute si je suis là et bip, bip, bip. C'est pas de ma faute. Et c'est épuisant aussi. C'est épuisant et c'était, pour moi, donc c'était important de take a step back. D'aller aussi chez le psy et d'essayer de trouver un peu ces tools de me protéger quand je suis face à ces situations. Exact. Et de ne pas not to comme si pas make it my own mais comme si de prendre to the face of it. Exact. Et aider dans ma capacité à moi, c'est-à-dire que je suis venue là comme avocate, je vais t'aider comme avocate, je ne vais pas essayer de faire plus ou essayer de faire moins, mais c'est difficile parfois parce que surtout quand il y a des enfants, ta cliente n'a pas vu sa fille depuis 3 ans, son mari c'est un policier qui abuse de son pouvoir, qui abuse de tout. But like you feel like you want to do more, like this woman deserves more. Et en parlant justement de la justice et de revenir un peu sur le traumatisme de 2019 qui donc est allé en cours et qui est d'ailleurs toujours ongoing. C'est très intéressant pour moi d'avoir cette discussion avec toi parce que justement c'est une discussion que je ne peux pas avoir nécessairement avec mes clientes parce que je dois être la personne qui les rassure et je peux pas les dire ah là c'est comment pour toi le justice system là, comme si c'était frustration donc l'événement s'est passé en 2019, on est en 2025. Moi ma première réaction te dit c'est c'est normal que tu n'as pas encore eu le jugement mais en fait it shouldn't be normal. Et ce que moi ma réaction c'est en tant qu'avocate, en tant que non mais ça prend à peu près ce temps-là. Mais toi en tant que survivante, survivant parce qu'encore une fois je n'aime pas le mot victime. Comment est-ce que tu vis ce ongoing case? C'était long. C'était long. En fait, ça a été long dès le départ, en fait. Même le soir même, on n'a pas voulu prendre notre déposition. On a insisté pour donner un statement, une déposition. Ils n'ont pas voulu prendre nos dépositions parce que c'était une déposition contre des policiers. Donc le lendemain, on a dû insister. Donc là, ils ont pris nos dépositions parce qu'on était accompagnés d'un avocat, j'imagine. Ensuite, c'est tous les gens autour de toi qui te découragent, qui te disent, tu n'es pas te connais, là, tu peux mettre un case contre la police, là. Donc, tu connais, représailles, fais attention. Tu vois, des gens qui sont autour de toi, qui te disent de faire attention. Alors que toi, tu as confiance dans la justice mauricienne. Tu vois? Et il y a eu ça, et ensuite, des mois et des mois d'attente pour l'identification. Des mois et des mois d'attente pour une première audience. Des années et des années d'attente pour passer en cours parce que tu vas en cours, la personne n'est pas là. Tu vas une deuxième fois en cours, donc un tel n'est pas venu en cours. Donc du coup, à chaque fois c'est renvoyé pour plusieurs mois. Et là finalement c'est passé en cours. Donc j'ai pu prendre le stand, c'est comme ça qu'on dit, maître. Donc je suis allée dans le box des témoins. J'étais dans le box des témoins et pour la première fois et c'était long. C'était extrêmement long. On m'avait dit que ça allait durer 10 minutes max. Je suis restée là-bas pendant 52 minutes. Magistrat, juge, magistrat, monsieur qui m'avait frappé, donc ils étaient plusieurs, mais il y avait une personne en particulier qui était une chef de bord, on va dire, donc qui était en face de moi et qui essayait de me challenge. Tu me poses ma question, ou tu fais, tu assois, comment tu trouves mon figure, etc. Bref, c'est l'accusé, c'est lui qui te pose des questions. Et donc mon avocat était là, etc. Donc du coup, la salle était remplie. Mais j'ai vécu ce moment-là, mais comme une libération. Donc, en fait, il y a ma famille, tous ça, ils étaient inquiets, ils se sont dit, elle va revoir ce monsieur-là, ça va raviver ses peurs, etc. Mais non, j'étais dans un... J'ai vraiment vécu comme un moment de libération, parce que pour première fois, quand on s'est causé avec monsieur-là, il me bat moi. L'INSEE fait la bouche avec ce poids en 2019.
Et là, j'avais en face de moi, et là, moi, tu es capable d'y aller, sans vérité, d'y aller, mauvaise vérité, d'y aller, qui ne passait, et challenge-li, l'autre, c'est qu'il ne passait. Devant témoin, devant juge, là, qu'est-ce que tu peux faire, là? Il va pas battre moi, là. Nous, dans la cour, là, et dans la police, et dans la justice, et dans tout du monde, là, qu'est-ce que tu peux faire, tu peux battre moi? Donc là, c'était vraiment le moment où j'ai pu faire face à cette personne, et lui dire que c'est pas cool ce qu'il a fait, et peu importe le verdict, hein, j'ai envie de te dire, peu importe le verdict de cette audience, donc de 52 minutes où j'ai pu le regarder en face, lui regarder en bas. Moi, j'ai continué à le regarder pendant tout le long, mon père n'a rien de mon Getli pendant tout le long des 52 minutes, regarde là. Lui, à chaque fois quand je répondais, parfois il baissait les yeux, mais moi, tu fais Getli franc dans ce lisier, mon papa à toi. Là, il arrive là pour rendre compte, là. Ouais. Donc, j'étais dans cet état d'esprit-là, en mode fight, en mode demi-seconde-cité. Donc, pour toi, comme si c'est ce moment un peu comme si libérateur, un peu parce que ta parole a été libérée, tu as pu le faire face dans un safe space. Exactement. Et lui dire, comme tu as dit, devant d'autres personnes et devant la cour. Qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Ouais. Donc, comme si, plutôt que... Donc, demain, si le verdict tombe non coupable... On sait très bien comment ça se passe. C'est un verdict, c'est hyper complexe. Ouais. Il faut des preuves, il faut pas qu'il y ait de procédure, il faut que les trucs... Donc, tout le monde est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Exactement. Donc, du coup, on ne sait pas. Donc, c'est ma parole. Donc, ma parole à moi et la parole de ma partenaire contre la parole de 7 autres hommes qui ont raconté leur vérité à eux. Dont les policiers. Dont les policiers. Donc, du coup, peu importe le verdict, ils savent ce qui s'est passé. Ils savent tous ce qui s'est passé. Déjà, d'avoir porté plainte, c'était une première victoire. Parce que on t'a pas laissé au début. Ils étaient persuadés qu'on n'allait pas porter plainte. Ouais. On allait se dégonfler. Donc, deuxième victoire, c'est d'être allé en cours et d'avoir tenu pendant 6 ans et de ne pas avoir lâché l'affaire. Ouais. Et maintenant, peu importe le verdict, j'ai envie de te dire, on est capable d'être face à face, de me causer. C'était ça le plus important pour moi, pour qu'ils se rendent compte. Et qu'ils trouvaient qu'ils ne m'ont pas payé, qu'ils nous disaient que moi, la bourse qui c'est qu'il est faire illégal. Il n'est pas gagné. Ouais. Ben Sandrine, merci beaucoup. Merci. Merci à d'avoir été vulnérable aujourd'hui avec nous. Je parle. Et en plus de ça, tu sais, je suis tout le temps, ceux qui connaissent, moi, tout le temps derrière. Je suis tout le temps derrière la caméra. Je ne veux pas être devant la caméra. Donc, devant la caméra, c'est toujours un petit moment un petit peu difficile parce que, mais voilà, te sens pas tenir. Mais c'est sympa, de temps en temps, c'est bien. Et surtout avec une hôtesse tellement sympa, donc c'est cool. Yes. Ben, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé avec nous. J'espère que tes différents témoignages et tes différents traumatismes et ton vécu va pouvoir parler à d'autres personnes et pouvoir commencer une conversation sur tous ces différents thèmes qu'on a abordés. Exact. Donc, merci. Et un petit disclaimer quand même, Nous Tout Mental, c'est un podcast que nous partageons des histoires, nous, la vie personnelle. Il n'est pas un remplacement pour un lead professionnel. Ici, nous pas psychologue, ni psychiatre, ni un médecin, non, ni. Donc, si ou une personne dans l'entourage peut souffrir, l'aide existe dans Maurice. Nous pouvons mettre dans la description un lien, une organisation qui sont capables de contacter si vous avez besoin. Merci beaucoup. Like, share, subscribe, tout à faire. So, thanks!